Salut! Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon. On va traiter un nouveau objectif, toujours sous le titre de la génétique humaine. On va passer aux anomalies géniques ou génétiques et les techniques de dépistage. Donc, c'est quoi une anomalie génique, une anomalie génétique et comment dépister ces anomalies-là. Avant de passer à ce nouveau objectif, je vais faire en 2 ou 3 minutes, pas plus, une récapitulation de ce qu'on a appris dans la première leçon, puisque ces objectifs-là sont en continuité. Donc, je ne peux pas passer à l'objectif 2 si je n'ai pas bien acquis le premier. Donc, récapitulons un tout petit peu ce qu'on a appris la séance précédente. Ce qu'on a vu la fois passée, c'est que un gène peut être autosomal, localisé sur une paire d'autosomes, comme il peut être gonosomal, localisé sur la paire des chromosomes sexuels. Premier temps, on a abordé la séance passée, comment reconnaître un allèle dominant d'un allèle récessif. Donc, comment savoir si la maladie est codée par un gène dominant, à allèle dominant ou à allèle récessif. Donc, comment les distinguer? Très rapidement, pour un allèle dominant, on va voir que la maladie apparaît dans toutes les générations. D'accord? Voilà. Et voilà. Voilà un exemple là. Donc, la maladie, comme vous voyez, elle apparaît dans toutes les générations, comme vous le voyez, et tout sujet atteint, si je prends celle-là, elle a un ascendant, au moins un ascendant, un descendant malade. Si je prends l'homme malade là, la même chose, sa mère est malade, son fils est malade. Donc, par contre, pour un allèle récessif, je vous ai dit la fois passée, c'est qu'il suffit de trouver dans l'arbre un couple sain qui a eu parmi ses enfants au moins un enfant qui est atteint. Bon. Passons au sujet 2. Il s'agit là comment reconnaître une maladie à transmission autosomale d'une maladie à transmission gonosomale. Bon. Donc, une maladie peut être autosomale, c'est-à-dire localisée sur une paire de chromosomes homologues, comme la maladie peut être gonosomale. Donc, à ce moment-là, on va travailler par la paire des chromosomes sexuels, XX pour la femme et XY pour l'homme. On s'intéresse parmi les maladies gonosomales, celles qui sont dues à un gène localisé sur la fraction X qui n'a pas d'homologue sur Y, et on appelle là, à ce moment-là, la maladie, une maladie liée au sexe. Donc, vous voyez là, l'homme a une seule copie, on parle de sujet hémizygote, alors que la femme a 2 allèles, donc elle peut être homozygote ou hétérozygote. Donc, pour la transmission d'une maladie autosomale, je vous ai dit, il suffit de trouver, de rechercher dans l'arbre
une fille à phénotype récessif avec son père de phénotype dominant. La présence de cette fille indique que la maladie est autosomale. Son absence indique que la maladie est gonosomale liée au sexe. Maintenant, dans la maladie liée au sexe, dans les maladies liées au sexe, donc si la maladie est liée sur la fraction du chromosome X qui n'a pas d'homologue sur Y, donc XX pour la femme, on a dit, et XY pour l'homme. Comme l'homme a un seul allèle, donc si l'homme est malade, le premier critère, si l'homme est malade, voilà, X qui porte l'allèle de la maladie et Y rien. Donc toute fille, comme elle va recevoir un X de son père et un X de sa mère, donc cette fille-là, si elle a pour mère saine homozygote, donc cette fille va obligatoirement recevoir l'allèle de la maladie de son père. Si la maladie est dominante, d'accord, si la maladie est dominante, alors toutes les filles issues de ce père-là seront malades. Donc, le père-là est malade, et si la maladie est dominante, toute fille va recevoir le chromosome X portant l'allèle de la maladie de son père et un autre X de sa mère. Donc, quel que soit X qu'elle va recevoir de sa mère, cette fille serait toujours malade dans le cas de la maladie est dominante. Maintenant, si la mère est malade et elle est hétérozygote, si la mère est malade hétérozygote, dans ce cas-là, la moitié des garçons seront malades, la moitié sains, d'accord? Et pour les filles, il y a les deux possibilités aussi. Par contre, si la maladie est récessive, d'accord? Maintenant, dans ce cas-là, les garçons issus d'une mère malade sont toujours malades. J'explique. Si vous avez une mère qui est malade et la maladie est récessive, donc elle a petit m, comme les garçons reçoivent le X de leur mère et Y de leur père, donc tous les fils d'une mère malade seront toujours malades. Donc, après avoir terminé avec cette récapitulation, je passe directement à l'objectif de notre leçon. Des mutations qui sont à l'origine de maladies génétiques. Donc, j'ai utilisé là le terme mutation. Voyons que signifie ce terme. On appelle mutation une modification, un changement accidentel, c'est-à-dire qui vient au hasard, rare et aléatoire, il est imprévisible. On ne s'attend pas à ça, et ceci dans la séquence des nucléotides d'un gène. Donc, pour des causes, sous l'effet de facteurs qu'on appelle des facteurs mutagènes, comme les rayons ultraviolets et tout ce qui est radiation, il peut y avoir un changement dans la séquence des nucléotides d'un gène. Maintenant, est-ce qu'une mutation est transmissible à la descendance? Donc, si moi, je suis mutée pour un gène donné, est-ce que je transmets cette mutation à mes enfants? La réponse. Si la mutation touche les gonades et particulièrement les cellules sexuelles spermatozoïdes et ovocytes, à ce moment-là, sûrement, la mutation sera, l'allèle muté sera transmis aux enfants et la mutation serait héréditaire. Mais si la mutation touche des cellules somatiques, je donne un exemple, par exemple un sujet qui est un grand fumeur et qui a eu un cancer au poumon, donc il s'agit là de cellules qui ont subi une mutation. Dans ce cas-là, la mutation est locale, elle touche un organe somatique, il s'agit des poumons et elle n'est pas transmissible aux descendants. Troisième question, quels sont les différents types de mutations? Les mutations sont de deux types.
il y a les mutations géniques ponctuelles qui ont lieu au niveau d'un codon, donc c'est un changement local dans les nucléotides. On parle là de mutations alors ponctuelles. Donc, par exemple, voilà un gène qui est formé d'une séquence de nucléotides. D'accord? Donc, si on va compter le nombre de codons, vous avez un codon, je vous rappelle, au triplet, c'est une séquence de 3 nucléotides. Donc, vous avez le codon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bien sûr, c'est une portion d'un gène. Si, à titre d'exemple, en avant, voilà. Donc, je suppose maintenant qu'au niveau du codon numéro 3, il y a eu une mutation et un changement au niveau du gène. Voilà. Donc là, vous êtes au niveau du codon 3. Cette mutation, d'accord, qui a eu lieu au niveau du gène, et elle a affecté un nucléotide, et vous êtes toujours à l'intérieur d'un codon, est dite une mutation ponctuelle. Donc là, c'est une mutation ponctuelle. Par contre, je prends un autre exemple. Si, par exemple, voilà, le même, donc là, il s'agit d'une mutation ponctuelle, je vais prendre un autre exemple où un fragment du gène est perdu. D'accord? Donc là, il y a 3 points de suspension puisque le gène est long. Donc, dans ce cas-là, la mutation n'est pas locale, elle est étendue. D'accord? Elle affecte des portions des chromosomes et on parle à ce moment-là d'une mutation chromosomique. Donc, les mutations géniques sont des mutations ponctuelles au niveau d'un nucléotide. Par contre, les mutations chromosomiques affectent la structure du chromosome. Dans cette leçon, on s'intéresse aux mutations géniques ponctuelles. On laisse pour une séance à venir plus tard les mutations chromosomiques. Les mutations ponctuelles elles-mêmes sont de 3 types. Là, vous avez le gène normal, l'allèle normal, d'accord? Donc là, j'ai l'allèle normal, l'allèle sain. Et là, vous voyez qu'il y a eu 3 types de mutations. Essayons de voir ces 3 types de mutations. Dans le premier cas, vous voyez, au niveau 1, 2, 3, la 3e paire de nucléotides qui était GC a été remplacée par AT. On parle d'une mutation par substitution. Dans le second cas, vous voyez que la paire de nucléotides GC a subi une délétion. Elle est perdue. Donc, on parle d'une mutation par délétion. Et dans le 3e cas, vous voyez qu'un nouveau nucléotide, une nouvelle paire de nucléotides AT a été insérée entre TAGC. Donc, on parle de mutation par insertion. Donc, les mutations ponctuelles de 3 types. Les mutations par substitution où une paire de nucléotides est remplacée par une autre. Par insertion, il s'agit d'une perte d'une paire de nucléotides ou plus. Et par insertion, il y a ajout d'une paire de nucléotides. Quelles sont les conséquences maintenant des mutations? Mutations ponctuelles et conséquences. Une mutation peut se traduire par la modification de la séquence de la protéine codée, donc de sa forme et de sa fonction. Vous savez tous qu'il y a une relation entre un gène et un caractère héréditaire. La relation entre le gène et le caractère héréditaire, c'est la protéine
qui est synthétisée à partir de l'information codée dans le gène. Donc, du gène à la protéine, du gène au caractère héréditaire, on se rappelle. Donc, là, je représentais une cellule. Dans le noyau de cette cellule, on a représenté un chromosome, une seule molécule d'ADN, et plus particulièrement une séquence bien définie, un gène. Donc, lors de la synthèse de la protéine, qui s'opère en 2 étapes, la molécule d'ADN s'ouvre au niveau du gène, seulement au niveau du gène. Un des 2 brins de la molécule ADN, c'est le brin transcrit, sera photocopié en une molécule monobrin qui est formée d'un seul brin qu'on appelle l'ARN messager. Donc, aussi un rappel, l'ARN messager est une séquence de nucléotides, mais à la différence de l'ADN qui est formé de 2 brins, l'ARN messager est à un seul brin. Deuxième différence, dans l'ADN, le sucre est le désoxyribose, dans l'ARN, c'est le ribose. Dans l'ADN, les bases azotées sont adénine, thymine, cytosine, guanine. Couramment, on dit ATCG. Par contre, que là, vous avez le AUCG. La copie du gène, qu'on appelle ARN messager, va quitter le noyau, passer dans le cytoplasme où va s'opérer la deuxième étape de la protéosynthèse, la traduction. Donc, il va y avoir maintenant traduction d'un langage à un autre. On va traduire l'information génétique qui est codée par un langage de nucléotides en un langage nouveau qui est le langage des acides aminés. Donc, comme vous voyez là, le ribosome vient s'attacher des 2 côtés sur l'ARN messager. La lecture du message commence et il va y avoir la synthèse des protéines. Donc, cette protéine-là va définir le phénotype de l'individu. Un exemple, si par exemple, ce gène est responsable de la synthèse de la protéine insuline, qui est responsable de la régulation du taux du glucose dans le sang. L'ARN messager a transmis le message au cytoplasme. Le ribosome fabrique la protéine insuline. L'insuline règle le taux du glucose dans le corps et voilà que le sujet est un sujet sain. Donc, il n'a pas de diabète. Une mutation au niveau du gène, un changement au niveau du gène, peut provoquer un changement dans la séquence des acides aminés de l'insuline. L'insuline devient maintenant une protéine anormale non fonctionnelle. Le phénotype du sujet change et voilà que le sujet devient alors un individu diabétique. D'accord? Bon. Donc, quelles sont les possibilités des conséquences des mutations? Vous avez là un gène qui est formé par la séquence, comme vous voyez là, TAC, TTC, AAA, CCG et AAT. Ce gène-là a été transcrit en ARN messager et l'ARN messager traduit en une protéine, la protéine normale. Prenons le premier type de mutation. Donc, comme vous voyez là, les 3 mutations que j'ai prises là sont des mutations ponctuelles et les 3 sont des mutations ponctuelles par substitution. Donc, comme vous voyez là, si je voudrais découper, voilà le codon 1, le codon 2, le codon 3, le codon 4 et le codon 5. Comme vous voyez là, donc la mutation a lieu au niveau du codon 1, 2, 3, 4. Au niveau du codon 4, le 3e nucléotide, le nucléotide AC, a été substitué par
un nucléotide, bien sûr, là, vous avez là directement l'ARN messager, donc a été substitué par un autre nucléotide. Là, la mutation, toujours 1, 2, 3, donc au niveau du premier nucléotide, et la deuxième codon, premier nucléotide. Voyons si les conséquences sont les mêmes. Dans le premier cas, le codon GGC, codé pour un acide aminé qui est la glycine. Après la mutation, le codon est resté toujours le même. D'où est-ce qu'on cherche ceci? Je vous rappelle, d'après le tableau du code génétique, vous recherchez là, premier nucléotide, deuxième nucléotide, troisième nucléotide, et vous aurez l'acide aminé. Donc, ce qui a eu lieu là, on va rechercher ensemble pour s'assurer GGC et GGU. Donc, GGC et GGU. Voyons où est le GGC. Voilà, GGC. Ah, pardon, là, c'est le GCC. Où est le... C'est là. Excusez-moi. Voilà, le GGC, voilà. Et le GGU. Donc, vous voyez, ce sont deux codons, même sens, qui ont codé pour le même acide aminé qui est la glycine. Donc, il y a eu mutation, il y a eu changement dans la séquence de nucléotides, mais la séquence des acides aminés n'a pas changé. Donc, on a toujours la même séquence de nucléotides. Une telle mutation est dite une mutation ponctuelle, d'accord, puisqu'elle affectait un nucléotide. 2, par substitution, puisqu'il y a eu un remplacement. 3, silencieuse. C'est une mutation silencieuse puisque la protéine n'a pas été affectée. Second cas, donc toujours mutation ponctuelle par substitution, mais maintenant, comme vous voyez, l'acide aminé a été modifié. Donc, à la place de la glycine, on a un nouveau acide aminé qui est la sérine. Bien sûr, la protéine dans ce cas-là change de fonction. Donc, elle n'a plus la même fonction. Donc, le phénotype a changé. Dans ce cas-là, on dit qu'il s'agit d'une mutation faux sens. Troisième cas, il s'agit toujours d'une mutation ponctuelle, d'accord, par substitution. Dans ce cas-là, on a eu un nouveau codon qui est le UAG. Voyons le UAG ensemble, il est où? Le UAG, voilà le UAG, voilà. Donc, c'est un codon stop. Donc, un codon stop qui marque une terminaison, un arrêt de la traduction. Donc, comme vous voyez là, on a eu un polypeptide tronqué, donc une chaîne d'acides aminés écourtée. Bien sûr, c'est quelque chose qui est de très grave, qui affecte beaucoup le phénotype. Et dans ce cas-là, la protéine a perdu complètement sa fonction et la mutation est dite non-sens. Remarque, dans le cas des mutations par insertion ou par délétion, dans ce cas-là, elles ne peuvent jamais être des mutations silencieuses puisque tout le cadre de la lecture a été modifié. Puisque pour lire un message codé ADN ou ARN, on fait la lecture codon par codon, donc chaque 3 nucléotides ensemble. Quand un nucléotide est perdu ou bien un nucléotide est ajouté, alors tout le cadre de lecture étant modifié, alors toute la protéine sera modifiée. Donc les mutations par délétion ou insertion ne peuvent être que des mutations faux sens ou non-sens. Je m'arrête pour aujourd'hui, pour cette séance, et à la séance prochaine, on va voir comment faire pour dépister les mutations géniques. Donc, si la mutation n'apparaît pas dans le phénotype, elle est masquée, elle est cachée, donc comment on va faire pour dépister ces anomalies-là? À la prochaine!